Aux confins du temps, là où l'histoire se mêle au mythe, naît une légende sombre et envoûtante, celle du puissant roi Minos, souverain de l'île de Crète, de son monstrueux beau-fils, le Minotaure, mi-homme mi-taureau, emprisonné au cœur du labyrinthe, et du héros Thésée qui, grâce au fil d'Ariane, pénétra dans les ténèbres pour terrasser la bête. Pendant des siècles, ce récit a nourri les imaginations, demeurant un conte saisissant mais cruel, issu de la plus haute antiquité. Une mise en garde contre l'orgueil des dieux et le courage des mortels. Et si le labyrinthe était plus qu'un simple mythe, et si l'image sanglante du Minotaure dissimulait une vérité oubliée sur la première grande civilisation d'Europe? Au tournant des 19e et 20e siècles, un homme obsédé par cette idée arriva en Crète. Il s'appelait Sir Arthur Evans, un archéologue britannique à l'œil passionné et à la conviction inébranlable que les récits d'Homère étaient l'écho d'événements réels. Il entreprit des fouilles sur la colline de Knossos, un site longtemps associé, par la légende locale, au palais du roi Minos. Et ce qu'il découvrit dépassa ses espérances les plus folles. Sous la terre aride de Crète, ce n'était pas seulement un palais qui sommeillait, c'était un monde entier. Ce qui émergeait n'était pas de simples ouvrages de pierre, mais des complexes à plusieurs étages, avec des centaines de pièces reliées par des couloirs, des escaliers et des rampes complexes. C'était une cité-palais, à l'agencement vertigineux et illogique, sans un seul passage rectiligne, sans axe central. Une structure qui, en elle-même, ressemblait à une énigme. Evans n'avait aucun doute, il avait trouvé le labyrinthe. Mais ce labyrinthe n'était pas un labyrinthe de peur, mais de vie. Au lieu de sombres et humides cachots, les archéologues ont découvert des salles baignées de lumière, des cours et des puits de lumière qui apportaient la lumière du jour et l'air frais jusqu'aux niveaux les plus bas. Ils ont mis au jour un système complexe de plomberie et d'égouts, des millénaires en avance sur son temps. D'immenses entrepôts regorgeaient de gigantesques jarres en argile, appelés pitois, contenant du vin, de l'huile d'olive et des céréales, témoignage d'une richesse et d'une prospérité incroyables. Le plus frappant était l'absence de remparts. Ce gigantesque complexe, cœur d'un puissant empire, était exposé à tous les vents. Cela témoignait non de naïveté, mais de force et d'assurance. Une force qui ne résidait pas dans des bastions de pierre, mais dans la domination des mers. Evans nomma cette civilisation minoenne, d'après le roi mythique, et comprit que sa puissance reposait sur sa marine. C'était une thalassocratie, un empire maritime. Leurs innombrables navires sillonnaient les eaux de la mer Égée, de l'Égypte à la Grèce continentale, commerçants, diffusant la culture et maintenant l'influence de leurs voisins. Ils étaient maîtres des flots. Du haut des remparts du palais, les Minoens contemplaient les explorateurs. Les fresques, vibrantes de vie, ont immortalisé leur image. Des femmes gracieuses, aux coiffures sophistiquées et aux robes dévoilant leur décolleté, que Evans surnommait parisiennes pour leur raffinement. De jeunes hommes aux longs cheveux noirs et à la taille fine. La nature, représentée avec amour et respect, dauphins joueurs, poissons volants, lys et crocus. Point de scène de bataille brutale, ni de procession triomphale de rois conquérants, si chers à l'Égypte et à la Mésopotamie. L'art minoen célébrait la vie, la nature et le rituel. Le taureau occupait une place centrale dans ce rituel. Son image était omniprésente, sur les fresques, les sceaux et sous forme de têtes de ritons sculptés. La fresque la plus célèbre de Knossos représente un combat de taureaux, une tauromachie sacrée.
De jeunes gens et jeunes femmes, d'une grande souplesse, exécutent des sauts périlleux par-dessus le dos d'un taureau géant lancé au galop dans une danse mortelle. Il ne s'agissait pas d'une simple corrida, mais d'un acte d'une habileté suprême et, peut-être, d'une profonde signification religieuse, une démonstration de l'agilité humaine face à la puissance primordiale de la nature. C'est peut-être ce rituel, mal compris et déformé par les générations suivantes, qui a donné naissance au sombre mythe du taureau humain, exigeant des sacrifices humains. La religion minoenne demeure un mystère. Il semble que les Minoens vénéraient des divinités féminines. Les archéologues ont découvert des figurines de la déesse tenant des serpents, la maîtresse de la nature, de la vie et de la mort. Leur symbole sacré était la labris, une double hache, dont l'image se retrouve également dans tout le palais. Certains chercheurs pensent que le mot labyrinthe lui-même pourrait signifier « maison de la double hache ». Mais le plus grand mystère des Minoens réside dans leur langue. Ils ont laissé des centaines de tablettes d'argile inscrites d'une élégante écriture que les chercheurs ont baptisée linéaire A. Nous constatons qu'il s'agissait d'un système comptable sophistiqué, qu'ils tenaient des registres de leurs richesses. Mais nous ne pouvons les déchiffrer. La langue minoenne n'appartient à aucune famille linguistique connue. Leurs pensées, leurs lois, leur poésie, tout est scellé par le silence. Nous voyons leur monde, mais nous n'entendons pas leur voix. Cette civilisation brillante et florissante semblait avoir atteint l'apogée de sa puissance. Mais vers 1600 avant JC, une catastrophe survint. À 150 km au nord de la Crète, un volcan entra en éruption sur l'île de Terra, aujourd'hui Santorin. Ce fut l'une des éruptions les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Le souffle ardent du volcan engendra des tsunamis gigantesques qui s'abattirent sur la côte nord de la Crète, détruisant la flotte, les ports et les villages côtiers. Les cendres recouvrirent les champs, empoisonnant les récoltes. La civilisation minoenne fut mortellement blessée. Sa puissance navale fut anéantie. L'ordre qu'elle avait maintenu en mer Égée pendant des siècles s'effondra. Et dans ce vide de pouvoir, de nouveaux acteurs émergèrent du nord, de la Grèce continentale. Guerriers, austères, parlant une forme ancienne de grec, c'étaient les Mycéniens. Sur les ruines du monde minoen, ils allaient à bâtir leur propre civilisation, qui deviendrait un pont vers la Grèce classique. Ainsi, l'aube de la première civilisation européenne se trouve inextricablement liée à son mystérieux déclin. Le labyrinthe de Knossos est bien plus que les ruines d'un palais. C'est un labyrinthe de notre mémoire où, à chaque tournant, le mythe cède la place à l'histoire et la découverte scientifique soulève des questions nouvelles, plus profondes encore. L'histoire de la Grèce antique ne fait que commencer et son premier acte s'est déroulé sur la Crète ensoleillée, sous le signe du taureau et de la double hache. Les palais raffinés de Crète, ornés de fresques représentant des jeux et des dauphins, cédèrent de la place à une autre époque, une époque de bronze et de sang, de murailles cyclopéennes et de masques funéraires d'or. Sur le continent grec, dans les terres vallonnées et arides de l'Argolide, une nouvelle étoile, redoutable, se leva, une civilisation qui tire son nom de sa forteresse la plus puissante. Ce fut l'époque de Mycène. Les Mycéniens n'étaient pas des commerçants ou des navigateurs au même titre que les Minoens. Guerriers dans l'âme, leur culture s'était forgée dans le creuset des batailles. Leurs cités n'étaient pas des comptoirs commerciaux ouverts, mais des citadelles imprenables, bâties sur des collines telles des nids d'oiseaux de proie, dominant les plaines fertiles,
Le centre de ce monde était la citadelle de Mycène. Ces murs, construits de gigantesques blocs de pierre grossièrement taillés, si énormes que les générations suivantes de Grecs attribuèrent leur construction au cyclope borgne, inspiraient crainte et respect. On ne pénétrait dans la forteresse que par la célèbre porte des Lions, un passage monumental surmonté d'une dalle triangulaire représentant 2 lionnes encadrant une colonne sacrée. Plus qu'une simple entrée, c'était une formidable affirmation de puissance, un symbole d'autorité invincible adressé au monde entier. Entre ces murs régnait un monde régi par une hiérarchie stricte. À sa tête trônait le souverain, portant le titre de Wanax, monarque absolu, chef militaire et grand prêtre, le tout en une seule personne. Son palais, ou mégaron, était le centre de la vie politique, économique et religieuse. Contrairement au palais minoan labyrinthique, le mégaron mycénien présentait un plan simple et austère. Un portique à 2 colonnes, une antichambre et une vaste salle du trône avec une cheminée centrale. Les murs étaient ornés de peintures représentant des scènes de chasse et de guerre, des sujets qui incarnaient l'essence même de cette civilisation. Mais la véritable puissance et la richesse des souverains mycéniens ne furent révélées au monde qu'au XIXe siècle, lorsque l'archéologue autodidacte Heinrich Schliemann, fasciné par les épopées d'Homère, entreprit des fouilles à Mycène. Il cherchait à confirmer les légendes, notamment le tombeau du grand Agamemnon, chef des Grecs durant la guerre de Troie. Et ce qu'il découvrit dépassa toutes ses espérances. Dans des tombeaux profonds creusés dans la roche, juste à l'intérieur des remparts de la forteresse, Schliemann découvrit les sépultures d'une dynastie royale ayant régné bien avant la supposée guerre de Troie. Ces tombeaux étaient de véritables trésors. Des dizaines de kilogrammes d'or, d'élégantes tiares, d'imposants gobelets, des poignards incrustés de scènes de chasse au lion, d'un réalisme saisissant, et bien sûr, des masques funéraires. De fines feuilles d'or, reproduisant les traits des souverains défunts, étaient destinées à préserver leur apparence pour l'éternité. Le plus célèbre de ces masques, découvert par Schliemann, est entré dans l'histoire sous le nom de « masque d'Agamemnon ». Voyant un visage sévère, orné d'une fine moustache et de lèvres pincées, Schliemann fit savoir au roi grec « J'ai contemplé le visage d'Agamemnon ». Aujourd'hui, nous savons que ce masque est antérieur de plusieurs siècles au roi légendaire, mais cela n'en diminue en rien l'importance. Il est devenu un symbole de toute l'époque mycénienne, une époque de guerriers puissants, riches et impitoyables, dont les noms sont tombés dans l'oubli, mais dont l'or continue de raconter leur histoire. La société mycénienne était parfaitement organisée pour la guerre. L'économie tout entière, contrôlée depuis les palais, était consacrée à l'entretien de l'armée. Les tablettes d'argile inscrites en linéaire B, une écriture syllabique déchiffrée seulement au milieu du XXe siècle, ne contiennent ni poèmes ni mythes. Ce sont des rapports administratifs et arides, liste de chars, quantité de pointes de lance en bronze distribuées, recensement du bétail et volume de céréales. Le monde mycénien était un monde de comptabilité et de contrôle, où chaque ressource était mobilisée pour maintenir la machine de guerre. Le guerrier mycénien était une force redoutable. Il était protégé par un immense bouclier en peau de bœuf, presque de la taille d'un homme, et parfois par une armure de plaques de bronze. Mais l'élément le plus caractéristique de son équipement était son casque, fabriqué à partir de défenses de sangliers fendus et cousu sur une armature de cuir. Il fallait les défenses de dizaines d'animaux pour confectionner un seul casque, ce qui en faisait un symbole de statut et de bravoure pour les chasseurs comme pour les guerriers.
Armées de longues lances et d'épées de bronze, les armées mycéniennes semaient la terreur dans tout le bassin oriental de la Méditerranée. Le couronnement de leur gloire militaire, leur plus grande entreprise, à jamais gravée dans la mémoire de la civilisation occidentale, fut la guerre de Troie. Pour Homère, c'était l'histoire de dieux, de héros et d'une reine enlevée. Pour les historiens, elle reflète probablement un conflit réel, l'apogée de l'expansion mycénienne, lorsqu'une coalition de royaumes achéens, comme ils se nommaient eux-mêmes, fit voile outre-mer pour écraser un puissant rival, la cité de Troie. Les fouilles archéologiques confirment que la ville de Troie a bel et bien existé et fut détruite à peu près à l'époque décrite dans l'épopée. Il s'agissait peut-être d'une lutte pour le contrôle des routes commerciales et de l'accès à la mer Noire, habillée sous les traits d'un grand mythe. Mais cet âge d'or ne pouvait durer éternellement. Vers 1200 avant JC, le monde mycénien s'effondra. De puissantes citadelles furent incendiées et abandonnées. L'économie palatiale s'écroula. L'écriture tomba dans l'oubli pendant des siècles. Qu'est-ce qui provoqua cette catastrophe, connue sous le nom d'effondrement de l'âge du bronze? Les invasions des mystérieux peuples de la mer mentionnées dans les chroniques égyptiennes, les luttes intestines qui minèrent les royaumes, ou peut-être la sécheresse et la famine qui sapèrent les fondements de leur prospérité? Très probablement, ce fut une combinaison de tous ces facteurs, une tempête dévastatrice qui emporta une civilisation de guerriers et de rois. De cette époque glorieuse, il ne reste que les ruines des murailles cyclopéennes, l'or des tombeaux et, surtout, les légendes de grands héros, de leurs exploits et de leurs destins tragiques. Ces récits, transmis oralement durant les âges obscurs qui suivirent, ont préservé le souvenir de la splendeur et de la fureur du monde mycénien, si bien qu'un jour, des siècles plus tard, ils seraient couchés sur le papier et deviendraient les fondements d'une Grèce nouvelle et radicalement différente. Imaginez un monde englouti par les flammes. Un monde où le grondement des murailles cyclopéennes qui s'effondrent couvre les cris, et où le ciel nocturne au-dessus de la mer Égée se teinte non d'étoiles, mais de la lueur pourpre des palais en flammes. Il ne s'agit pas simplement d'une bataille ou d'un raid. C'est la fin d'une ère. La grande civilisation mycénienne, héritière de la splendeur minoenne, qui édifia des salles dorées et des forteresses imprenables, se consume en cendres. Les feux qui brûlaient depuis des siècles dans les foyers de Tirynthe, de Pylos et de Mycène, la cité aurifère, s'éteignent un à un. Les ténèbres s'abattent sur la Grèce. Cette obscurité n'était pas qu'une métaphore. Elle était réelle, palpable. Avec la chute des palais, tout ce qui maintenait la cohésion du monde de l'âge du bronze s'effondra. Le système de gouvernement complexe et centralisé, où les rois Wanax tout-puissants et leurs scribes comptaient chaque cruche d'huile et chaque épée, disparut sans laisser de traces. Avec lui, l'écriture disparut. L'écriture syllabique unique, le linéaire B, utilisé pour conserver les archives palatiales, se révéla inutile dans un monde sans palais ni archives. Pendant 4 siècles, la Grèce devint analphabète. Des générations naquirent et moururent sans laisser une seule ligne. L'histoire se tut, cédant la place à la légende. La population déclina de façon catastrophique. Des villes et des villages autrefois florissants devinrent fantômes. Les habitants abandonnèrent leurs foyers, fuyant vers les montagnes, les îles reculées, n'importe où, pourvu qu'ils puissent survivre. Les strates archéologiques de cette période témoignent de la désolation avec plus d'éloquence que n'importe quel texte. À la place des cités prospères,
on ne trouve qu'une mince couche de terre, dépourvue de toute trace d'activité humaine. Les routes commerciales reliant la Grèce à l'Égypte, au Levant et au Grand Nord furent coupées. La Grèce se retrouva isolée, repliée sur elle-même, comme un navire sans gouvernail dérivant en pleine tempête. L'art se simplifia, perdant son raffinement d'antan. Les fresques somptueuses, les masques d'or et les céramiques élégantes furent remplacés par des œuvres simples et grossières. Le monde perdit ses couleurs, devenant presque monochrome. Qu'est-ce qui a provoqué cette catastrophe, cet effondrement de l'âge du bronze, qui a touché non seulement la Grèce, mais toute la Méditerranée orientale? Les historiens débattent encore, rassemblant les fragments de preuves. Était-ce l'œuvre des mystérieux peuples de la mer qui ont déferlé sur les côtes comme une vague, emportant des civilisations entières sur leur passage, ou bien une invasion interne, l'arrivée de tribus grecques belliqueuses venues du nord, les Doriens, avec leurs armes en fer contre lesquelles le bronze mycénien était impuissant, ou peut-être était-ce d'origine non humaine? Une série de tremblements de terre dévastateurs, une sécheresse qui a engendré la famine et des soulèvements populaires lorsque des populations désespérées ont incendié les palais de leurs souverains, incapables de les défendre. Le plus probable est qu'il s'agissait d'une tempête parfaite, une conjonction fatale de tous ces facteurs, faisant s'effondrer un système rongé de l'intérieur et vulnérable aux attaques extérieures. Mais ces ténèbres étaient-elles absolues? Non. C'est dans ces ténèbres, dans ce vide de pouvoir et de culture, que furent forgées les fondations d'une civilisation entièrement nouvelle, celle que nous connaissons sous le nom de Grèce classique. Ce fut une époque de renaissance. Le bronze, métal des rois et des aristocrates, dont l'extraction du cuivre et de l'étain exigeait une logistique complexe, fut remplacé par le fer. Le minerai de fer était omniprésent. Désormais, chacun pouvait forger une charrue pour labourer les terres rocailleuses et une épée pour défendre son foyer. La révolution technologique engendra une révolution sociale. Le monde ne tournait plus autour du palais. Le centre de la vie devint une petite communauté fermée, un village, dirigé non plus par un wanax divin, mais par un basileus, un chef, premier parmi ses pairs, dont le pouvoir reposait sur sa bravoure au combat et sa sagesse au conseil. C'est dans ces communautés disparates, luttant pour leur survie, que naquit l'embryon de la future polis, la cité-État grecque unique en son genre. La mémoire devint un trésor fragile. Impossible à consigner par écrit, elle se perpétua par le chant. Les Édoi, chanteurs aveugles qui, accompagnés de Frominge, interprétaient le glorieux passé, sillonnaient les routes de la Grèce en ruine. Ils chantaient la colère d'Achille, la ruse d'Ulysse, la beauté d'Hélène et la chute de la grande Troie. Ces récits, transmis oralement de génération en génération, s'enrichissaient de nouveaux détails, tout en conservant leur essence, un code d'honneur, des notions de bravoure, de gloire et de destin. Ils créèrent une mémoire culturelle commune pour un peuple séparé par les montagnes et la mer. Homère, qui rassembla ses récits dans les poèmes immortels l'Iliade et l'Odyssée, fit bien plus que simplement consigner d'anciennes légendes. Il posa les fondements de toute la littérature occidentale et, plus important encore, forgea l'âme du nouveau peuple grec, lui offrant des héros à imiter et un passé commun dont être fier. Et les migrations se poursuivirent. Fuyant le chaos et en quête d'une vie nouvelle, des vagues de colons traversèrent la mer Égée vers l'est jusqu'aux côtes d'Asie mineure. Ce processus, connu sous le nom de colonisation ionienne, n'était pas une fuite, mais un acte de création.
Sur ces terres nouvelles, au contact des cultures antiques d'Orient, les Grecs fondèrent de nouvelles cités, Milet, Éphèse, Smyrne. C'est là, en Ionie, libéré du poids des traditions antiques et des dogmes de la cour, que la flamme du miracle grec, philosophie, science et art nouveau, était destinée à briller. Le prétendu Moyen Âge n'était pas une période de vide, mais une ère de renaissance. Une époque où la société complexe et fragile de l'âge du bronze fut détruite pour laisser place à une civilisation plus souple, dynamique et résiliente. L'obscurité n'était pas un tombeau, mais un berceau. Dans le silence des civilisations disparues, les premières notes d'une grande symphonie nouvelle résonnaient déjà. Et lorsque l'aube se leva à nouveau sur la Grèce, le monde découvrit non pas un monde mycénien renaissant, mais quelque chose de totalement nouveau et éblouissant, l'aube de la Grèce archaïque, puis classique. Les ténèbres se retirèrent lentement, à contre-cœur, comme accrochées aux gorges et aux vallées du Péloponnèse. Les siècles de silence qui suivirent l'effondrement des splendides palais mycéniens touchaient à leur fin. Ce fut une époque que les historiens appelleraient le Moyen Âge, une ère qui effaça toute trace écrite, détruisit les routes commerciales et plongea la Grèce dans les brumes de l'oubli. Le souvenir des grands rois, des masques d'or et des campagnes contre Troie ne subsistait que par fragments, dans les faibles échos des chants funéraires et dans les récits transmis de bouche à oreille autour des foyers mourants. Le monde était morcelé en minuscules communautés isolées, gouvernées par des chefs dont le pouvoir ne s'étendait pas au-delà de la distance. Et puis, dans ce silence de l'aube, tandis que le monde réapprenait à parler, une voix retentit. Une voix si puissante qu'elle traversa les siècles et décida du destin d'une civilisation entière. C'était la voix d'Homère. On ignore si Homère était un homme unique ou si son nom n'est qu'un symbole pour toute une constellation de chanteurs aédois anonymes. Mais peu importait. Ce qui importait, c'était son apport. Il a reconnecté les Grecs à leur passé. L'Iliade et l'Odyssée étaient bien plus que de simples poèmes héroïques. Elles sont devenues un miroir dans lequel des tribus disparates, Doriens, Ioniens, Éoliens, ont découvert pour la première fois un seul peuple, les Hellènes. Ils partageaient des héros, le fougueux Achille, le rusé Ulysse, le noble Hector. Ils partageaient un panthéon de dieux, les Olympiens, capricieux, humains et puissants, dont les passions et les intrigues scellaient le destin des mortels. Homère leur a légué l'arrêté, un idéal de bravoure et de perfection auquel tout homme devait aspirer. Il leur a offert une histoire commune, certes mythologique, qui expliquait leur identité et leurs origines. Son épopée est devenue le fondement de l'éducation, un code moral et une source de fierté nationale. Les récits de la guerre de Troie sont devenus un code culturel unissant les Grecs de Sparte et les colons des rivages de Sicile. Presque simultanément au retour de la grande épopée, un autre miracle se produisit, le retour de l'écriture. Ayant emprunté et perfectionné l'alphabet aux marins phéniciens, les Grecs s'offrirent un outil d'une puissance inouïe. Désormais, le mot aéda, si fugace, pouvait être figé dans la terre et la pierre, inscrit sur le papyrus. La tradition orale devint immortelle. La voix d'Homère fut couchée sur le papier et cet événement marqua le début d'une ère nouvelle. Mais le monde chanté par Homère, un monde de grands rois et de héros solitaires, s'effaçait peu à peu. À sa place, une forme d'organisation sociale entièrement nouvelle émergeait du chaos du Moyen Âge, une invention unique du génie hellénique, la polis. Une polis était bien plus qu'une simple ville. C'était un État communautaire,
souverain et autosuffisant. Elle naissait de la fusion de plusieurs villages dont les habitants se percevaient comme une seule entité. Au centre de chaque polis, généralement sur une colline, se dressait une acropole, la ville haute. Citadelle sacrée, elle abritait des temples dédiés aux dieux protecteurs et offrait un refuge en cas d'invasion ennemie. L'acropole symbolisait le passé, la protection divine et une histoire commune. Mais le véritable cœur de la cité battait en contrebas, au pied de l'acropole, sur l'agora. L'agora était un marché, certes, mais elle était aussi infiniment plus. Elle était le centre de la vie sociale, politique et économique. On n'y faisait pas que commercer l'huile d'olive et le vin. On y concluait des affaires, on y discutait des nouvelles, on y débattait des lois et on y élisait les magistrats. L'agora fut le théâtre d'un concept nouveau, celui de citoyen. L'individu cessait d'être un simple sujet d'un dirigeant ou d'un roi. Il devenait un acteur de la vie de sa communauté, responsable de son destin. Ce nouvel ordre social exigeait un nouveau type de guerrier. L'époque des héros homériques, combattant en duel pour la gloire personnelle, était révolue. Ils furent remplacés par l'hoplite, fantassin lourdement armé, citoyen soldat. Sa force résidait non dans son habileté individuelle, mais dans l'unité avec ses camarades. La phalange devint l'épine dorsale de l'armée de la cité-État. Imaginez un mur d'hommes. Chaque guerrier est protégé par un grand bouclier rond, l'oplon, qui couvre non seulement lui-même, mais aussi le flanc gauche de son voisin de droite. Derrière ce mur de bouclier, comme les soies d'une bête gigantesque, jaillit une forêt de longues lances. La phalange est un organisme vivant unique, où le succès repose sur la cohésion, la discipline et le courage de chaque individu. Un seul pas en arrière, et c'est une brèche qui s'ouvre dans le mur. La valeur personnelle ne consistait plus à se précipiter en avant, mais à maintenir sa place dans la ligne, épaule contre épaule avec un autre paysan, artisan ou marchand. La phalange devint bien plus qu'une simple tactique militaire. Elle devint le modèle même de la cité. Elle enseigna aux Grecs l'interdépendance et la responsabilité collective. Le droit de vote à l'agora et l'obligation de porter un bouclier dans la phalange devinrent les deux faces d'une même médaille. Les droits civiques naquirent du devoir militaire. Ainsi se forma l'ossature de la cité, une classe moyenne composée de citoyens suffisamment aisés pour s'offrir l'armure d'hoplite. Ainsi, sur deux piliers fondamentaux, la langue épique d'Homère, qui forgeait une âme commune, et l'ordre rigoureux de la cité, qui créait un nouveau corps politique. Le monde hellénique renaissait. Il était agité, en proie à des rivalités internes. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, chaque cité défendait jalousement son indépendance et luttait pour son influence. Mais toutes appartenaient à une même civilisation, se reconnaissant par leur langue, leurs dieux et les grands poèmes de leurs prophètes aveugles. Le décor était planté. Les personnages, citoyens, philosophes, guerriers, prirent place. Le monde grec se trouvait au seuil de son acte le plus important, prêt à s'épanouir dans une explosion de pensée, d'art et d'expérimentation politique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La terre se rétrécissait. Au 8e siècle avant J.C., la Grèce, qui s'était relevée de siècles de Moyen-Âge, dut affronter un nouvel ennemi implacable, la famine. Les cités-États, ou polis, se multiplièrent, la population augmenta et de plus en plus de bouches réclamèrent du pain que la maigre terre, enserrée par l'étreinte rocailleuse des montagnes, ne pouvait plus fournir. Les aristocrates possédaient les meilleures parcelles, mais pour les cadets, pour les paysans sans terre,
pour ceux dont l'orgueil leur interdisait de travailler en terre étrangère, la patrie devenait aussi exiguë que la tunique qu'ils avaient dépassée. Les luttes politiques au sein des poleis poussèrent des exilés hors de leurs murs, des hommes énergiques, ambitieux et désespérés. La Grèce suffoquait, puis leur regard se porta sur l'horizon, là où le ciel rencontrait l'eau, là où, au-delà des vagues, s'étendait l'inconnu, le danger et la plus grande des opportunités, la chance de recommencer à zéro, la mer. Pour leurs ancêtres, les Mycéniens, elle avait été une voie de commerce et de guerre. Pendant des générations, au cours du Moyen Âge, un élément effrayant et oublié. Désormais, pour les Grecs de l'époque archaïque, la mer devenait le seul chemin vers le salut et la prospérité. Une ère s'ouvrait, que les historiens appelleraient la grande colonisation grecque. Il ne s'agissait pas d'une conquête au sens où l'entendaient les Romains ou les empires ultérieurs. C'était un exode, une dispersion, à l'image d'un essaim d'abeilles quittant une ruche surpeuplée en quête d'un nouveau foyer. Le moteur de ce processus n'était ni la volonté d'un roi, ni la décision d'un gouvernement unique, mais les besoins et les aspirations de milliers d'individus. Tout commença dans la métropole, la ville-mère. Un groupe de citoyens désespérés ou un aristocrate ambitieux en quête de gloire décidait de fonder une nouvelle colonie, une apoikia, un foyer loin de chez soi. Mais s'aventurer en territoire inconnu était une folie. Avant même d'équiper les navires, ils envoyèrent des ambassadeurs au lieu le plus sacré du monde hellénique, Delphes, auprès de l'oracle d'Apollon. Là, dans la pénombre du temple, la prêtresse Pythique, inhalant des vapeurs sacrées, prononçait des prophéties vagues et énigmatiques. Ces paroles, considérées comme la voix du Dieu lui-même, indiquaient la voie à suivre, mettaient en garde contre le danger ou promettaient la bonne fortune. Ayant reçu l'approbation divine, l'expédition gagnait en légitimité et en espoir. À sa tête se tenait l'Ouakistos, le fondateur, le chef, destiné à devenir le héros de la nouvelle cité. Le jour du départ arriva enfin. Des navires à 50 rames, des pentécontaires, étroits et rapides, quittèrent la côte. À leur bord n'étaient pas des guerriers, mais de futurs citoyens, des paysans, des artisans et leurs familles. Ils emportaient leurs maigres possessions, des semences pour les récoltes à venir, des outils, et surtout, ils emportaient le feu du foyer sacré de leur cité natale. Ce feu, destiné à illuminer l'autel de la nouvelle ville, était un lien vivant qui les unissait à leur patrie, à ses dieux et à ses ancêtres. Le voyage fut une épreuve difficile. La Méditerranée, qui vue du ciel ressemble à un berceau azur, se montrait déchaînée contre la frêle embarcation. Les tempêtes pouvaient la fracasser contre les rochers et des pirates rôdaient dans des baies isolées. Il n'y avait ni carte ni boussole. Les contours familiers de la côte, les récits de quelques marchands de passage et les étoiles guidaient leur route. Le jour, ils naviguaient grâce au soleil, et la nuit, grâce à l'étoile polaire, leur unique repère céleste. Ayant débarqué sur une terre inconnue, les colons recherchaient un site répondant à 3 critères: un port convenable, une source d'eau douce et un sol fertile. Ils ne cherchaient pas des espaces vides. Les terres qu'ils choisissaient étaient presque toujours habitées. Les rencontres avec les tribus locales, les Sicules en Sicile, les Italiques dans les Apennins, les Scythes dans la région de la mer Noire, pouvaient déboucher sur des guerres sanglantes ou sur un commerce mutuellement avantageux. Les Grecs apportaient du vin, de l'huile d'olive, des poteries peintes et des objets en métal. En échange,
Ils recevaient ce qui manquait cruellement à leur pays d'origine, des céréales, du bois et du minerai. Une fois le site choisi, l'Ouakiste accomplit le rituel fondateur. Il définit les limites de la future cité, traça les rues, désigna la place centrale, l'agora et l'emplacement de l'acropole, la colline sacrée. Puis il alluma le feu sacré. La nouvelle cité était née, réplique exacte de sa lointaine métropole, mais avec son propre destin. Pendant plus de 2 siècles, du 8e au 16e siècle avant JC, des colonies grecques se sont disséminées comme des perles le long des côtes méditerranéennes et de la mer Noire. À l'ouest, elles se sont concentrées dans les vallées fertiles de Sicile et du sud de l'Italie. De puissantes cités telles que Syracuse, Acras et Tarente y ont vu le jour. Cette région devint si prospère et imprégnée d'esprit hellénistique que les Romains la nommèrent plus tard Magna Graecia, la Grande Grèce. Les Grecs ont poursuivi leur expansion, fondant Massalia, l'actuelle Marseille, et atteignant les rivages de l'Espagne. Au nord, leurs navires franchissaient l'Helpont et le Bosphore pour atteindre la mer Noire, rude mais riche en poissons et en céréales. Craignant les tempêtes, ils la nommèrent d'abord Pontus Axinus, mer inhospitalière, mais après sa conquête, ils la rebaptisèrent Pontus Euxinus, mer hospitalière. C'est là, sur les rivages de l'actuelle Ukraine, de la Russie et de la Géorgie, que se développèrent Olbia, Chersonèse et Pantikapaeum. Au sud, dans l'aride Libye, prospéra la cité de Cyrène. La mer cessa d'être une frontière. Elle devint une voie de communication, un grand lac grec, reliant des centaines de cités indépendantes mais culturellement unies. Le long de cette voie circulaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées. Dans les colonies, où l'esprit était plus libre et les contacts avec les autres cultures plus étroits, naquirent de nouvelles écoles philosophiques, de nouveaux styles artistiques et de nouvelles théories scientifiques. C'est dans les cités ioniennes d'Asie mineure, Milée et Éphèse, que naquit la philosophie grecque. C'est en Grande Grèce que Pythagore fonda son école. La grande colonisation a transformé à jamais la Grèce. Elle a apaisé les tensions sociales, enrichi le monde grec et élargi ses horizons. Elle a créé un espace culturel unifié, de la Crimée à l'Espagne. Et plus important encore, elle a façonné la conscience hellénique, au contact de barbares, peuples parlant des langues différentes et ayant des coutumes distinctes. Les Grecs ont ressenti plus intensément ce qui les unissait. Une langue commune, des dieux communs, des valeurs communes. Ainsi est né le monde grec, non pas un empire maintenu par la force, mais une constellation de cités-États liés par des liens invisibles de culture, de commerce et d'un destin commun. Ce monde, né de la nécessité et du courage, a jeté les bases de l'époque que nous appellerons classique. Du terreau commun du monde hellénique, nourri de mythes et forgé dans le creuset du Moyen Âge, naquirent 2 branches bien distinctes. 2 cités-États, 2 pôles, 2 destins destinés à déterminer non seulement l'avenir de la Grèce, mais aussi à poser, pour des millénaires, l'éternelle question de la nature du pouvoir, de la liberté et du prix à payer pour les obtenir. Voici l'histoire de 2 voies, celle de Sparte et celle d'Athènes. Tournez-vous vers le sud du Péloponnèse, vers la vallée escarpée de l'Eurotas, encaissée entre les massifs imprenables du Taïget et du Parnone. Là, dans une région dépourvue de ports et de routes commerciales ouvertes, se trouve la Laconie, domaine de Sparte. Sparte était une forteresse taillée dans le granit, et son principal architecte était la peur,
Des siècles auparavant, les Spartiates, ou Lacédémoniens, avaient conquis la Messénie voisine, réduisant ses habitants, les Ilotes, en esclavage. Les Ilotes étaient 10 fois plus nombreux que les Spartiates, et leur colère contenue devint le fondement sur lequel Sparte bâtit sa société unique et impitoyable. La vie entière d'un Spartiate était subordonnée à un seul but, empêcher toute rébellion. C'était une civilisation qui avait déclaré la guerre à la nature humaine elle-même. Un nouveau-né était examiné par les anciens. S'il était faible ou difforme, on l'abandonnait à son sort dans un ravin. Un survivant n'appartenait pas à sa famille, mais à l'État. À 7 ans, un garçon était arraché à sa mère et placé dans l'agogé, un système d'éducation militaire brutal. On leur apprenait à ne ni lire ni philosopher, mais à voler sans se faire prendre, à endurer la douleur en silence, à parler brièvement et sans détour, et à tuer sans hésiter. Ils étaient mal nourris, contraints de marcher pieds nus et de dormir sur des nattes dures. L'agogé consumait toute individualité, intégrant le garçon à la phalange monolithique, faisant de lui un rouage impitoyable de la grande machine militaire. Un Spartiate adulte ne connaissait d'autre vie que le service. Il ne dînait pas en famille, mais dans la garnison commune, la Syssitia, où chacun était sous le regard de tous. Il ne pratiquait ni l'artisanat ni le commerce, domaine réservé aux périèques, citoyens libres mais privés de leurs droits civiques. Il ne cultivait pas la terre, les Ilotes travaillaient dans ses champs. Son unique occupation était la guerre. Même les femmes spartiates, qui jouissaient d'une liberté sans précédent en Grèce dans la gestion de leurs biens, considéraient leur rôle premier comme celui de donner naissance à de vaillants guerriers. Avec un bouclier ou sur un bouclier, disaient-elles en voyant leurs fils partir au combat. Cet État était dirigé par 2 rois, garantissant ainsi l'égalité du pouvoir. Le gouvernement effectif reposait entre les mains d'un conseil d'anciens, la Gérousie, et d'un collège d'efforts, qui veillait au strict respect des lois antiques du légendaire Lycurgue. Sparte atteignit son but, créer la société la plus stable et la plus aguerrie au combat de Grèce. Mais le prix de cette stabilité fut terrible. C'était un monde sans art, sans philosophie, sans évolution. Un monde figé dans une préparation guerrière perpétuelle, bâtie sur la peur et l'esclavage. Sparte était une machine parfaite, dépourvue d'âme. Partons maintenant vers le nord, en Attique, région bordant la mer Égée, avec ses mines d'argent, ses oliveraies et le grand port du Pirée. C'est là que se trouve Athènes, à l'opposé de Sparte. Si Sparte était un roc impénétrable, Athènes était une mer déchaînée, perpétuellement changeante, exposée à tous les vents. Athènes n'était pas confrontée à une menace extérieure, celle des peuples réduits en esclavage, mais à une menace intérieure, le schisme qui la déchirait. Le fossé entre la noblesse, les eupatrides, et le peuple, le démos, se creusait sans cesse. Les paysans étaient ruinés, réduits en esclavage par la dette, et la cité était au bord de la guerre civile. Athènes aurait pu choisir la voie de la tyrannie, mais elle en choisit une autre, inédite. Le premier pas fut franchi par le sage législateur Solon. Loin d'être un extrémiste, il était un médecin, soignant une société malade. Solon abolit l'esclavage pour dette, rendant ainsi la liberté aux Athéniens. Il répartit les citoyens en classes, non selon la noblesse, mais selon la richesse, offrant aux artisans et marchands fortunés la possibilité de participer au gouvernement. Solon n'institua pas la démocratie, mais il en ouvrit la voie. Le véritable père de la démocratie athénienne fut Clisthène. À la fin du VIe siècle avant JC, il porta un coup fatal au pouvoir des clans aristocratiques.
Il mena une révolution politique, bouleversant la population de l'Attique. Clisthène divisa tous les citoyens en 10 nouvelles files, ou tribus, selon des critères territoriaux. Désormais, au sein d'une même file, vivaient les habitants de la ville, du littoral et de la campagne, des personnes aux intérêts et aux origines diverses. Les anciens liens de parenté s'affaiblirent, laissant place à une nouvelle loyauté primordiale. La loyauté envers la cité, la loyauté envers Athènes. Il forgea les anciens liens en un nouvel alliage d'identité civique. Ainsi naquit un système sans précédent. Le pouvoir passa à l'assemblée du peuple, l'ecclésia, où chaque citoyen masculin pouvait voter et prendre la parole. Les fonctions publiques devinrent électives ou attribuées par tirage au sort. L'ostracisme fut instauré, le jugement du potier, qui permettait d'expulser tout homme politique jugé trop dangereux pour la démocratie. Bien sûr, cette démocratie était imparfaite. Les femmes, les esclaves et les étrangers, les métèques, étaient exclus de la vie politique. Mais le principe même, le pouvoir du peuple, le démos kratos, était révolutionnaire. Là où le Spartiate ne voyait que commandement et obéissance, l'Athénien voyait le débat sur l'agora. Là où le Spartiate valorisait le silence, l'Athénien exaltait l'art de la persuasion. Cette liberté, aussi limitée fut-elle, donna naissance à une explosion d'énergie créatrice. À Athènes, la philosophie naquit, le théâtre s'épanouit et des temples furent érigés, devenant le summum du génie humain. Athènes était une expérience risquée, bruyante et parfois chaotique, mais vivante et dynamique. 2 voies. Discipline de fer contre liberté civile. Caserne close contre port ouvert. Lance de la phalange contre rame de la trière. Sparte et Athènes, terre et mer, ordre et créativité. Ces 2 pôles du monde grec ignoraient encore que leur destin se croiserait inévitablement dans les plus grandes épreuves et que leur confrontation deviendrait l'apogée tragique et glorieuse de toute l'histoire de la Grèce classique. À l'aube du vieux siècle avant JC, alors que la philosophie et la démocratie à Athènes n'en étaient encore qu'à leur balbutiement, une ombre planait à l'est, celle de l'empire perse achéménide, la plus grande puissance que le monde ait jamais connue. Son empire s'étendait de l'Inde à l'Égypte, et son souverain, Darius le Grand, se considérait comme le maître du monde. Seuls quelques cités-États grecs, les Polais, se dressaient sur son chemin. Le conflit n'était pas seulement inévitable, c'était un choc des civilisations. D'un côté, une monarchie absolue et centralisée, exigeant terre et eau en gage de soumission. De l'autre, l'idée naissante de liberté, le éleutéria et le droit des citoyens à déterminer leur propre destin. Tout commença en Ionie, sur la côte d'Asie mineure, où les cités grecques se rebellèrent contre la domination perse. Athènes et Érétrie osèrent leur envoyer quelques navires à leur secours. Ce geste de soutien, aussi insignifiant qu'il put paraître, exaspéra Darius. L'incendie de la ville perse de Sardes fut l'étincelle qui déclencha un brasier qui allait faire rage pendant près d'un demi-siècle. La vengeance du roi des rois se voulait une leçon pour le monde entier. En 490 av. La flotte perse traversa la mer Égée. Il s'agissait d'une expédition punitive menée par une force redoutable pour l'époque. Après la destruction d'Érétrie, les Perses débarquèrent dans la plaine de Marathon à une journée de marche d'Athènes. La panique et la confusion régnaient dans la cité. Comment les Athéniens, même avec leurs alliés de Platée, pourraient-ils résister à l'invincible machine de guerre perse? Le sort de la démocratie athénienne semblait scellé. Mais sur le champ de bataille, le génie d'un seul homme changea le cours de l'histoire.
Le stratège athénien Miltiade, fin connaisseur des tactiques perses, convainquit ses concitoyens de combattre en rase campagne. Il prit une décision audacieuse, affaiblir le centre de son armée afin de renforcer au maximum ses flancs. Lorsque la cavalerie perse, principale force de frappe, fut absente pour une raison inconnue, Miltiade donna l'ordre d'attaquer. Un fleuve de bronze et de fer, les hoplites athéniens, boucliers verrouillés, se ruèrent sur l'ennemi à toute vitesse, cherchant à gagner du temps sous la pluie mortelle de flèches perses. L'impact de la phalange fut dévastateur. Au centre, les Grecs commencèrent à battre en retraite sous l'assaut des troupes d'élite perses, mais sur les flancs, leurs ailes renforcées écrasèrent l'ennemi et, se retournant, formèrent une tenaille, frappant le centre perse par l'arrière. Le carnage commença. Les Perses, peu habitués à un combat rapproché aussi féroce, vacillèrent et s'enfuirent vers leurs navires. La victoire fut totale et éclatante. La légende raconte que le messager Phidippides parcourut les 42 kilomètres jusqu'à Athènes sans s'arrêter, pour ensuite s'écrier « Réjouissez-vous, nous avons gagné », avant de s'effondrer, mort. Marathon a prouvé l'impossible. Un empire peut être conquis. La liberté peut être défendue, les armes à la main. 10 ans s'écoulèrent. Darius mourut, mais son fils et successeur, Xerxès, n'avait pas oublié l'humiliation de son père. Il préparait une invasion d'une ampleur sans précédent, rassemblant une armée venue des 4 coins de son vaste empire. Il ne s'agissait plus d'une expédition punitive, mais d'une véritable guerre d'anéantissement. À cette époque, un autre génie émergea à Athènes, Thémistocle. Il n'était pas un chef militaire, mais il possédait le don de clairvoyance. Lorsqu'un riche filon d'argent fut découvert dans les mines du Laurium, nombreux furent ceux qui proposèrent de distribuer l'argent aux citoyens. Mais Thémistocle convainquit les Athéniens d'investir tous leurs fonds dans la construction d'une flotte de 200 trirèmes rapides. Il avait compris que l'avenir de la Grèce se jouerait non sur terre, mais sur mer. Ces murailles de bois, comme l'avait vaguement prédit l'oracle, seraient le salut d'Athènes. En 400 avut J-Toché, l'armée de Xerxès, estimée par les historiens antiques à plusieurs millions d'hommes, traversa l'Hellespont sur un pont flottant et déferla sur la Grèce. Face à cette menace commune, les éternelles rivales Athènes et Sparte, ainsi qu'une trentaine d'autres cités-États grecques, s'unirent pour former la Ligue hellénique. Le premier affrontement eut lieu dans l'étroite gorge des Thermopyles. Là, le roi spartiate Léonidas, à la tête de 300 guerriers et de plusieurs milliers d'alliés, barra le passage à l'armée perse. Pendant 3 jours, la petite force grecque tint tête aux innombrables hordes de Xerxès. L'étroitesse du passage annula la supériorité numérique des Perses. Des montagnes de cadavres ennemis s'amoncelaient devant le mur de boucliers grecs. Mais la trahison décida de l'issue de la bataille. Un habitant du nom d'Éphialtès indiqua aux Perses un chemin de montagne pour contourner le détroit. Se trouvant encerclé, Léonidas congédia ses alliés, ne conservant que 300 Spartiates et 700 Thespiens, déterminés à mourir plutôt qu'à battre en retraite. Leur sacrifice ne fut pas vain, ils gagnèrent un temps précieux permettant à la flotte grecque de se préparer et aux Athéniens d'évacuer leur ville. L'exploit des 300 Spartiates devint un symbole immortel de courage et d'abnégation au nom de leur patrie. Les Perses prirent d'assaut Athènes et la réduisirent en cendres. L'acropole était en flammes. Tout semblait perdu. La flotte grecque se réfugia dans l'étroit détroit au large de l'île de Salamine.
la flotte perse, largement supérieure aux Grecs, s'apprêtait à porter le coup fatal. Une fois encore, le génie de Thémistocle renversa le cours de la guerre. Il eut recours à la ruse, envoyant un faux transfuge à Xerxès avec la nouvelle que les Grecs paniquaient et projetaient de fuir. Xerxès, confiant dans la victoire, ordonna à sa flotte de s'engager dans l'étroit détroit et d'encercler les Grecs. Le piège se referma. Dans ces eaux resserrées, les énormes et lourds navires perses étaient incapables de manœuvrer. Ils s'entravaient, se heurtaient et cassaient leurs rames. Les trirèmes grecs, plus légères et plus maniables, se frayèrent un chemin entre eux, les éperonnant, brisant leurs rames et les abordant. Xerxès, observant la bataille depuis son trône d'or sur le rivage, assista avec une rage impuissante à la destruction de sa puissante flotte dans le chaos. La victoire de Salamine fut décisive. Elle priva l'armée perse de ravitaillement et de soutien naval. Xerxès s'enfuit, laissant en Grèce son général Mardonius à la tête d'une armée d'élite. L'acte final de ce drame se déroula l'année suivante, en 479 Avesirgi-Procé, dans la plaine près de Platée. Là, les forces coalisées des cités grecques, sous le commandement du Spartiate Pausanias, affrontèrent les restes de l'armée perse. Ce fut une bataille où la phalange opposa la cavalerie et les archers, la discipline au nombre. Dans un affrontement brutal, les hoplites grecs, et notamment l'invincible infanterie spartiate, mirent en déroute l'armée de Mardonius. L'invasion perse fut finalement repoussée. Les guerres médiques furent bien plus qu'une simple série de batailles. Elles furent un combat pour l'âme de la civilisation occidentale. La victoire, acquise au prix d'un sacrifice inouï, offrit aux Grecs bien plus que l'indépendance. Elle leur insuffla une foi sans précédent en eux-mêmes, en leur force et en leur voix unique. Cette victoire jeta les bases de l'âge d'or d'Athènes, de l'épanouissement de la philosophie, du théâtre, de l'architecture et de la démocratie. Des cendres de la guerre naquit la Grèce classique, dont l'héritage changea à jamais le monde. Lorsque la fumée des incendies perses se dissipa des ruines de l'Acropole, elle laissa place non pas au désespoir, mais à la lumière éclatante d'une aube nouvelle. Des cendres de la guerre, Athènes renaquit de ses cendres, tel un phénix. C'était bien plus que la simple reconstruction d'une ville, c'était la naissance d'une ère destinée à devenir une référence, un rêve, une source d'inspiration intarissable pour toute la civilisation occidentale. Une ère connue sous le nom d'âge d'or de Périclès. Au centre de cet univers se tenait un homme, Périclès. Il n'était ni un tyran, ni un roi. Officiellement, il n'était que l'un des 10 stratèges, réélus chaque année par l'Assemblée des citoyens. Mais son autorité, sa sagesse et son éloquence inégalée firent de lui le chef incontesté d'Athènes pendant 3 décennies. On disait que lorsque Périclès parlait sur la Pnyx, la colline où se rassemblait le peuple, ses paroles étaient comme le tonnerre de Zeus, convaincantes, puissantes et incontestables. Il devint l'architecte de la gloire athénienne, le chef d'orchestre de cette incroyable symphonie de pierre, de pensée et de pouvoir. Sous son impulsion, la démocratie athénienne atteignit son apogée. Il ne s'agissait pas d'un système représentatif, mais d'un pouvoir direct du peuple, sans précédent dans le monde. Tout citoyen, potier, maçon ou constructeur naval pouvait non seulement voter, mais aussi être élu aux plus hautes fonctions de l'État. Périclès instaura une rémunération pour les services publics, permettant ainsi aux plus démunis de participer à la gouvernance de la cité. Sur la Pnyx, des milliers de voix s'unissaient pour décider des guerres et de la paix,
voter les lois et rendre la justice. C'était une idée vivante, vibrante, parfois chaotique, mais d'une audace sans borne. Le peuple était capable de forger son propre destin. Mais cette démocratie florissante à Athènes était alimentée par une force qui, pour les autres, constituait un fardeau. La Ligue de Délos, créée pour se défendre contre la menace perse, se transformait rapidement en une puissance maritime athénienne. Le trésor de la Ligue fut transféré de l'île de Délos à Athènes, et ce qui avait commencé comme des contributions volontaires des alliés devint un tribut obligatoire. Des flots d'argent déferlant de la mer Égée alimentaient le trésor athénien. La marine athénienne, la plus puissante du monde, garantissait qu'aucun allié n'oserait contester l'hégémonie de la cité-État. Athènes devint à la fois un phare de liberté pour ses citoyens et une puissance souveraine pour ses prétendus alliés. Tel était le grand paradoxe de l'âge d'or. C'est grâce à ces richesses impériales que Périclès put entreprendre le projet de construction le plus ambitieux de l'histoire. Il s'efforça de transformer Athènes en école de toute la Grèce, une cité dont la simple apparence inspirerait à ses citoyens un sentiment de beauté et de fierté. Et la colline sacrée de l'Acropole devint le cœur de cette transformation. Sous la direction du brillant sculpteur Phidias, un ensemble architectural s'éleva des ruines des temples antiques et continue de fasciner. Son joyau était le Parthénon, temple d'Athéna, la Vierge. Plus qu'un simple édifice, c'était un poème d'une précision mathématique, sculpté dans le marbre du Pentélique. Chaque ligne, chaque colonne, légèrement inclinée vers l'intérieur, créait l'illusion d'une harmonie absolue et d'un dynamisme vibrant. À l'intérieur, dans la pénombre du sanctuaire, se dressait une statue d'Athéna Parthénos de 12 mètres de haut, œuvre de Phidias lui-même. Sa peau était d'ivoire, et ses vêtements et son armure étaient faits de 1000 kg d'or pur. Mythe et histoire prenaient vie sur ses frises et ses frontons. La naissance de la déesse, son combat pour la cité, et, surtout, la procession des Athéniens eux-mêmes, marchant aux côtés des dieux. C'était une affirmation audacieuse. Les citoyens mortels d'Athènes méritaient d'être représentés sur le temple des dieux. Mais Athènes était bien plus qu'une cité de marbre et d'or. C'était la capitale de la pensée. Dans l'agora athénienne, grouillante de vie, parmi les étals du marché et les ateliers, on pouvait croiser un homme qui ne vendait que des questions. Cet homme, c'était Socrate. Tel un taon, il piquait la complaisance de ses concitoyens, les obligeant à remettre en question l'évidence et à rechercher les véritables définitions de la justice, du bien et du beau. Il a fondé la philosophie sur le dialogue, sur une quête inlassable de la vérité par la raison. Au même moment, sur les pentes de l'Acropole, dans l'immense théâtre de Dionysos, naissait la tragédie. Échille, Sophocle, Euripide, leurs pièces n'étaient pas de simples divertissements, mais une forme de réflexion civique sur les questions existentielles les plus complexes. Des dizaines de milliers d'Athéniens, retenant leur souffle, suivaient le destin d'Œdipe et d'Antigone, méditant sur la volonté des dieux, les limites du pouvoir humain et la nature de la souffrance. Pendant ce temps, Aristophane, dans ses comédies, ridiculisait les politiciens, les philosophes et la guerre elle-même, prouvant que le rire est une arme démocratique aussi puissante que le droit de vote. Les historiens Hérodote et Thucydide créèrent un nouveau genre, s'efforçant de distinguer le mythe du réel et de comprendre les causes des grands événements dont ils furent témoins. Les médecins recherchèrent des explications rationnelles aux maladies, les orateurs perfectionnèrent l'art de la persuasion et les artistes
atteignirent un réalisme sans précédent dans la peinture de vases. C'était Athènes, à l'apogée de sa gloire. Une cité où le pouvoir appartenait au peuple, où la pensée était libre et où la beauté était une réalité quotidienne. Une cité qui croyait au potentiel illimité de l'esprit humain. Périclès, dans sa célèbre Oraison funèbre, affirmait qu'Athènes était un monument qui n'avait besoin d'aucune louange, car ses actes parlaient d'eux-mêmes. Et il avait raison. Mais une lumière si éclatante projette inévitablement les ombres les plus profondes. Et au-delà des murs resplendissants d'Athènes, l'envie et la crainte de Sparte se rassemblaient déjà, annonçant la tempête qui allait abréger cet élan doré. À l'apogée de sa puissance, l'âge d'or d'Athènes projeta une longue et tumultueuse ombre. La lumière de la démocratie, de la philosophie et de l'art athénien brillait d'un tel éclat qu'elle aveuglait ses voisins, les contraignant à plisser les yeux, rongés par l'envie et la crainte. La Grèce, jadis unie face à la menace perse, était désormais divisée en deux camps irréconciliables. C'était l'histoire de deux frères, nés d'une même mère, la Grèce, mais nourris d'idéaux différents. D'un côté, Athènes, bouillonnante effervescence commerciale et intellectuelle, empire maritime bâti sur l'argent et la rame, dont la puissance s'étendait sur toute la mer Égée. De l'autre, Sparte austère et ascétique, muraille vivante de boucliers et de lances, dont la force était forgée dans les montagnes de Laconie et dont les guerriers ne connaissaient pas la peur. La confrontation était inévitable. L'alliance maritime athénienne, créée pour se défendre contre les Perses, était devenue un instrument de domination. Les cités qui refusaient de payer tribut à Athènes étaient sévèrement punies. Leurs murailles étaient rasées, leur liberté bafouée. Sparte, chef de la Ligue du Péloponnèse, y voyait une menace mortelle pour le monde grec tout entier. Elle craignait non seulement les navires athéniens, mais l'idéal athénien lui-même, un idéal susceptible de contaminer ses alliés et de saper des fondements séculaires. Les tensions couvèrent pendant des années, jusqu'à ce que de vaines escarmouches et des querelles aux confins du monde grec mettent le feu aux poudres. En 431 avait surgi Diocée, la Grèce trembla, frère contre frère. La guerre du Péloponnèse avait commencé. Les stratégies des deux camps reflétaient leur nature profonde. Les Spartiates, guerriers terrestres sans égal, envahissaient l'Attique chaque année, incendiant champs et oliveraies, cherchant à attirer les Athéniens dans une bataille décisive. Mais Périclès, le chef athénien, opta pour une autre tactique. Il rassembla toute la population de l'Attique derrière les impénétrables longues murailles qui reliaient Athènes au port du Pirée. La cité devint une île, imprenable tant que sa marine contrôlait la mer et assurait le ravitaillement. Athènes se transforma en forteresse et sa marine ravagea impunément les côtes du Péloponnèse. C'était un combat sans fin, un affrontement interminable, comparable à celui d'un éléphant contre une baleine. Mais un ennemi invisible et impitoyable vint contrecarrer cette stratégie mûrement réfléchie. La promiscuité, la chaleur et l'insalubrité à l'intérieur des murs favorisèrent la propagation de la peste. Une terrible maladie ravagea Athènes, emportant un habitant sur 4. Les rues étaient jonchées de cadavres, les temples transformés en hôpitaux, et l'ordre public s'effondra face à la mort généralisée. Parmi les victimes figurait Périclès lui-même, l'artisan de la grandeur athénienne. Athènes survécut, mais son esprit fut brisé. La confiance en sa propre supériorité céda la place au désespoir et à la cruauté. La guerre fit rage pendant des décennies, ponctuée de trêves fragiles que les deux camps n'utilisaient
que pour préparer de nouveaux affrontements. La génération née au début du conflit ne connut d'autre vie que la guerre. Mais Athènes s'infligea à elle-même le coup le plus dur, aveuglée par son orgueil. En 415 Métagicacé, sous l'impulsion d'Alcibiade, homme politique éloquent mais sans scrupules, les Athéniens se lancèrent dans une grande aventure, l'expédition de Sicile. Une flotte immense, la plus importante jamais rassemblée par une cité grecque, partit à la conquête de la riche île de Sicile. Leur objectif, Syracuse, alliée de Sparte. Les Athéniens rêvaient de richesses incommensurables et d'une domination totale sur la Méditerranée occidentale. Le départ de l'armada fut un spectacle grandiose, symbole de l'ambition athénienne. Mais l'expédition scella leur destin. En Sicile, les Athéniens furent confrontés au désastre. Un siège raté, l'arrivée de renforts spartiates et le commandement brillant des Syracusains transformèrent l'aventure en fiasco. La flotte athénienne fut piégée et détruite dans le port de Syracuse. L'armée, tentant de se replier par voie terrestre, fut encerclée et anéantie. Des dizaines de milliers des meilleurs guerriers et marins d'Athènes périrent ou furent réduits en esclavage dans les carrières. La nouvelle de la défaite parvint tardivement à Athènes, et dans un premier temps, on refusa d'y croire. Lorsque la vérité éclata, la cité sombra dans le deuil. Ce fut un coup dont Athènes ne se remit jamais. Sparte, sentant la faiblesse de l'ennemi, intensifia son assaut. Et ce fut le tournant le plus cynique de la guerre. Les Spartiates, qui s'étaient proclamés défenseurs de la liberté grecque, s'allièrent à leur ennemi ancestral, la Perse. En échange de l'or perse nécessaire à la construction d'une flotte, Sparte accepta de livrer aux Perses les cités grecques d'Asie mineure. L'ennemi même contre lequel les Grecs avaient jadis combattu côte à côte payait désormais un frère pour anéantir l'autre. La fin survint en 401 JIC lors de la bataille d'Aigos-Potamos. L'amiral spartiate Lysandre prit la flotte athénienne par surprise alors que les marins débarquaient pour se ravitailler. Ce ne fut pas une bataille, mais un massacre. Presque toute la flotte, dernier espoir d'Athènes, fut anéantie. La ville était désormais à portée de main. Assiégée par terre et par mer, Athènes mourait de faim. En 404 JIC, la cité capitula. Les conditions de paix furent humiliantes. L'empire athénien fut dissous. Les imposantes longues murailles, symboles de la puissance de la ville, furent démolies au son des flûtes spartiates célébrant la fin de la tyrannie. L'âge d'or s'acheva sur une marche funèbre. La guerre du Péloponnèse n'apporta pas la paix à la Grèce. Elle ne fit que l'épuiser. L'hégémonie spartiate se révéla encore plus brutale que l'hégémonie athénienne. Des décennies de massacres fratricides ruinèrent l'économie, décimèrent une génération entière et sapèrent la foi dans les idéaux de la cité. La Grèce gisait en ruine, exsangue et désunie. La victoire de Sparte créa un vide de pouvoir qui allait bientôt être comblé par une nouvelle et redoutable force venue du nord. Les Grecs eux-mêmes préparèrent le terrain pour leurs futurs conquérants. Le plus grand drame fut que, se battant les uns contre les autres, ils perdirent tous ensemble. La victoire de Marathon et la prise des gorges de Salamine furent bien plus qu'un simple triomphe militaire. Elles devinrent un catalyseur, libérant une énergie sans précédent. Athènes, reconstruite sur ses cendres, resplendissait de la blancheur du marbre neuf, mais son véritable rayonnement ne provenait pas de la pierre. Il émanait de l'esprit et du cœur de ses citoyens. Ayant repoussé la menace venue d'Orient, les Grecs, pour la première fois de leur histoire, se tournèrent vers l'intérieur avec une lucidité saisissante. Qui sommes-nous ?
quelle est à notre place dans un cosmos orchestré par les dieux, mais qui, comme on le découvrit, est aussi régi par la volonté humaine. Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vérité? Ces questions, tel le chant des cigales par une chaude après-midi, emplissaient l'air d'Athènes. Et les réponses ne se trouvaient ni dans les manuscrits anciens ni dans les prophéties sacerdotales, mais sur les deux grandes scènes de la vie urbaine, l'agora, poussiéreuse et grouillante, et les marches de pierre du théâtre. L'agora, cœur de la cité, cessa d'être un simple marché de marchandises. Elle devint un lieu d'échange d'idées. C'est là, parmi les marchands d'olives et les potiers, que naquit un phénomène qui allait bouleverser à jamais la civilisation occidentale. La philosophie, amour de la sagesse, émergea des écoles fermées et devint l'apanage de la cité. Elle abandonna l'explication du monde par les caprices des dieux et des mythes pour se tourner vers un outil nouveau et puissant, le logos, l'esprit humain. Au cœur de ce tourbillon intellectuel se tenait un homme à nul autre pareil, Socrate, simple, pieds nus et toujours en pleine discussion. Il n'écrivit aucun traité, ne fonda aucune académie. Sa méthode était le dialogue vivant, son instrument, la question impitoyable. Tel un taon, il piquait aussi bien la noblesse athénienne que les artisans, les forçant à remettre en question ce qu'ils considéraient comme immuable. « Parlez-vous de justice ?» demanda-t-il à un général. « Définissez-la. »« Parlez-vous de beauté ?» s'adressa-t-il à un sculpteur. « Montrez-moi son essence, non son apparence. » Sa dialectique était comme le travail d'un sculpteur, dépouillant les gens de leurs préjugés, de leur arrogance et de leur savoir superficiel. Il cherchait à révéler la véritable vertu qui sommeillait en chacun. Il enseignait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue et que la connaissance de soi est le but suprême de l'homme. Cette quête de la vérité lui coûta la vie, mais la flamme qui l'alluma ne s'éteignit jamais. Platon, disciple de Socrate, a condensé les conversations de son maître en dialogue, forme immortelle. Bouleversé par l'exécution injuste du plus sage des hommes, Platon conclut que notre monde sensible n'est qu'une pâle et déformée ombre du monde véritable, le monde des idées parfaites et éternelles. Tels des prisonniers dans une caverne, nous prenons les ombres sur le mur pour la réalité, inconscients de la lumière éclatante de l'existence véritable. La tâche du philosophe, selon Platon, est de s'échapper de cette caverne, de contempler la lumière de la vérité, du bien et du beau, puis de revenir et de guider les autres. Il fonda l'Académie, première université d'Europe, où la connaissance devint une voie systématique vers la perfection de l'âme et de l'état. Son élève, Aristote, franchit l'étape suivante. Tandis que Socrate s'intéressait au monde intérieur de l'homme et Platon au monde des idées célestes, Aristote tourna son esprit embrassant le monde terrestre et matériel. Il catalogua et analysa tout, des formes de gouvernement à la structure des organismes vivants, des lois de la logique aux règles de la construction tragique. Il ne chercha pas la vérité hors du réel, il la trouva au sein même du réel, dans l'étude des choses et des phénomènes spécifiques. Le trio Socrate, Platon, Aristote posa les fondements de toute la philosophie occidentale, créant le langage et les méthodes que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais si l'agora était une arène pour l'esprit, tout près, sur le versant sud de l'acropole, se dressait un miroir pour l'âme, le théâtre de Dionysos. Là, sur une vaste scène à ciel ouvert, les Athéniens exploraient les mêmes questions éternelles, non dans le langage de la logique, mais dans celui de la passion, de la souffrance et de la poésie. Nés de rituels religieux en l'honneur du dieu du vin
et de l'extase, le théâtre s'est mué en la plus haute forme d'introspection civique. Les 3 titans de la tragédie ont révélé aux Athéniens leur propre âme dans toute sa grandeur et son insignifiance. Échille, vétéran de la bataille de Marathon, a peint des toiles monumentales sur le conflit entre la volonté divine et le destin humain. Ces héros étaient des titans, ces conflits d'une ampleur cosmique. Il a forcé les spectateurs à méditer sur la nature de la justice, sur la transition de la vengeance ancestrale à la loi de la cité. Sophocle, le grand maître du théâtre, s'est concentré sur la figure du héros tragique. Son Oedipe, le plus sage des rois, dans sa quête incessante de la vérité, devient la cause de sa propre perte, incarnant l'idée que la grandeur humaine est indissociable de sa vulnérabilité face au destin. Sophocle a démontré que même dans la souffrance la plus terrible, dans la reconnaissance de sa faute tragique, l'homme peut trouver dignité et sagesse. Le 3e Euripide était à la fois un rebelle et un psychologue. Il a su rendre la tragédie accessible à tous. Ces dieux sont capricieux et cruels, et ces héros sont des gens ordinaires déchirés par des passions contradictoires et irrationnelles. Il a donné la parole aux réduits au silence, femmes, esclaves, ennemis vaincus. Sa Médée, rendue folle par la trahison, a fait trembler les Athéniens, qui contemplaient l'abîme de la rage humaine. Chaque année, lors des grandes Dionysies, toute la ville se rassemblait au théâtre. Il ne s'agissait pas seulement d'un divertissement, mais d'un devoir civique et religieux. En s'identifiant aux personnages sur scène, le public vivait une catharsis, une purification spirituelle par la peur et la compassion. Il quittait le théâtre non pas abattu, mais revigoré, avec une compréhension plus profonde de la complexité de la nature humaine et de la fragilité de la civilisation. Ainsi, au VIe siècle avant JC, dans une même cité, philosophie et théâtre, raison et émotion, dialogue et drame poursuivaient en parallèle une quête de la vérité. Ils étaient les 2 faces d'une même pièce, forgée durant l'âge d'or d'Athènes. Et sur cette pièce était gravée une nouvelle image de l'homme. Non plus une marionnette entre les mains des dieux, mais un être pensant, souffrant et responsable, cherchant éternellement sa place entre ciel et terre. L'âge d'or d'Athènes appartenait au passé, une légende gravée dans le marbre du Parthénon. Les cendres de la guerre du Péloponnèse se refroidissaient, mais la paix n'apportait aucun réconfort à la Grèce tourmentée. Elle était comme un vase magnifique brisé, dont les fragments ne pouvaient plus être rassemblés. La victoire de Sparte avait engendré la tyrannie, et sa chute sous les coups de Thèbes n'avait fait qu'attiser une nouvelle vague de lutte intestine. Les grandes cités-États, Athènes, Sparte, Thèbes, s'épuisaient mutuellement dans des conflits sans fin, versant le sang de leurs citoyens pour des lambeaux de terre et une primauté illusoire. L'idéal de la cité, jadis source de sa force, devint sa malédiction. Un amour farouche de la liberté et de l'indépendance, de l'autonomie, empêcha les Grecs de s'unir face à une menace commune. Chaque cité voyait sa voisine comme une rivale, non comme une alliée. Les champs restaient en friche, les routes commerciales dangereuses. Les armées d'hoplites citoyens furent peu à peu remplacées par des bandes de mercenaires, des hommes pour qui la guerre n'était pas un devoir sacré, mais un métier. Ils combattaient pour le plus offrant, et leur loyauté allait à l'argent, non aux idéaux de la démocratie ou de l'oligarchie. Le monde grec s'est lentement souillé, se dévorant lui-même. Pendant ce temps, au nord, au-delà du mont Olympe, une puissance que les fiers Athéniens et Spartiates considéraient comme une périphérie barbare gagnait en influence.
la Macédoine. Terre de montagnards robustes et de cavaliers aguerris, ce pays était gouverné non par une assemblée populaire, mais par un roi guerrier. Pour les Grecs raffinés, les Macédoniens étaient des métis, parlant un dialecte grec rudimentaire, ignorant tout de la véritable culture et de la vie politique. Ils toisaient le nord, indifférents à l'ombre grandissante qui se dessinait sur leur carte, prenant des contours nets et menaçants. Cette ombre était celle d'un seul homme, le roi Philippe II. Dans sa jeunesse, il passa 3 ans à Thèbes comme otage. Mais il ne s'agissait pas de captivité, mais d'une formation. Il fut témoin de l'apogée de l'art militaire grec, l'invincible bande sacrée et le génie tactique d'Épaminondas. Il étudia la politique grecque de l'intérieur, ses forces et, plus important encore, ses faiblesses mortelles, la désunion, la corruption, les vaines paroles. De retour dans sa patrie, Philippe apporta avec lui non seulement le savoir, mais aussi une volonté de faire. Il commença par l'armée. Au lieu de la phalange hoplitique traditionnelle, il créa la phalange macédonienne, un mur impénétrable d'hommes et d'acier. Ces guerriers étaient armés de saris, d'énormes pics pouvant atteindre 6 mètres de long, qui tenaient l'ennemi à distance et le réduisaient à l'état de cible facile. Les rangs de la phalange macédonienne étaient plus profonds et plus disciplinés que ceux de n'importe quelle cité-État grecque. Mais l'arme principale de Philippe n'était pas son infanterie, mais sa cavalerie, les hétaïres, les compagnons du roi. Lourdement armés, ces cavaliers issus de la noblesse macédonienne agissaient comme un point blindé qui, au moment décisif, perçait les lignes ennemies. Philippe créa la première armée d'Europe fondée sur l'interaction coordonnée des différentes branches des forces armées, infanterie, cavalerie et engins de siège. C'était une machine de guerre professionnelle face à laquelle les cités grecques, ruinées et épuisées, ne purent opposer aucune résistance. Après s'être emparé des riches mines d'or et d'argent du mont Pangée, Philippe s'assura une source inépuisable de fonds pour entretenir son armée et mener à bien sa politique. Il recourut non seulement à la force, mais aussi à la ruse, à la corruption et à la diplomatie. Il intervint dans les conflits grecs, tantôt en artisan de la paix, tantôt en défenseur des opprimés, soumettant lentement mais sûrement la Thessalie et la Thrace, et pénétrant jusqu'au cœur même de la Grèce. À Athènes, dernier bastion de la démocratie, une voix alarmiste retentit. C'était celle de Démosthène, le plus grand orateur de son temps. Dans ses discours enflammés et passionnés, les Philippiques, il s'efforçait de réveiller ses concitoyens. Il qualifiait Philippe de tyran, de barbare, de menace pour l'essence même de la liberté hellénique. Il exhortait les Athéniens à sortir de leur léthargie, à se souvenir de la gloire de leurs ancêtres et à repousser le roi macédonien. Jusqu'à quand, Athéniens, jusqu'à quand errerez-vous sur les places publiques en vous demandant « Quoi de neuf ? Y a-t-il quelque chose de plus nouveau qu'un Macédonien conquérant la Grèce ?» tonna-t-il du haut de la tribune. Mais d'autres voix s'élevèrent de contre lui, des voix empreintes de lassitude et de pragmatisme. Le philosophe Isocrate et bien d'autres voyaient en Philippe non un destructeur, mais un unificateur. Ils étaient convaincus que seul un chef fort pouvait mettre fin aux guerres fratricides et mener une Grèce unie contre son ennemi ancestral, l'Empire perse. La Grèce était divisée non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les esprits. Le dénouement eut lieu en 398 à Hedveit-Aushi, c'est sur les champs de Béotie, près de Chéronée. Là, les forces coalisées d'Athènes et de Thèbes s'affrontèrent dans une ultime bataille désespérée
pour la liberté contre l'armée de Philippe. C'était le crépuscule d'une époque. Les hoplites grecs combattirent avec un courage héroïque. Sur un flanc, les Athéniens repoussèrent même les Macédoniens. Mais c'était un piège. Philippe retira délibérément ses troupes, attirant l'ennemi et désorganisant ses lignes de bataille. Et à cet instant, la cavalerie des compagnons s'engouffra dans la brèche. À la tête de cette attaque meurtrière se trouvait le fils du roi, âgé de 18 ans, un jeune homme dont le nom allait bientôt faire trembler le monde, Alexandre. Le coup fut terrible et irrésistible. La cavalerie s'abattit sur le flanc thébain et anéantit son élite. La légendaire bande sacrée tomba jusqu'au dernier homme. La ligne grecque s'effondra. La bataille se transforma en massacre. La liberté de la Grèce s'éteignit sur le champ de bataille de Chéronée. Philippe fit preuve de la sagesse d'un vainqueur. Respectant la grandeur culturelle d'Athènes, il ne détruisit pas cette dernière. Au contraire, il réunit à Corinthe les représentants de toutes les cités grecques et proclama la création d'une union panhellénique. Lui, roi de Macédoine, fut proclamé hégémon, commandant suprême des armées. Le rêve séculaire de l'unité grecque se réalisait, mais cette unité était soumise à la domination de la Macédoine. Philippe déclara un objectif commun qui unirait les ennemis d'hier, une guerre sainte de vengeance contre la Perse. Toute la Grèce, de Sparte à Athènes, retint son souffle. La grande armée se préparait à marcher vers l'est. Rien ne semblait pouvoir arrêter le roi macédonien. Mais le destin en avait décidé autrement. À l'apogée de sa puissance, lors d'un festin de mariage, Philippe II fut assassiné par le poignard de son propre garde du corps. Le grand projet s'effondrait. L'empire bâti par la volonté d'un seul homme était orphelin. Mais son fils montait déjà sur le trône vacant. Une nouvelle ère, plus brillante encore et plus brève, commençait, l'ère d'Alexandre. Une musique majestueuse, mais légèrement mélancolique, joue en fond sonore. En 323 avant JC, au cœur poussiéreux de Babylone, le monde retint son souffle. Alexandre, le grand conquérant, le vainqueur de la Perse et le maître du monde, gisait sur son lit de mort. Son empire, forgé dans le feu des batailles et maintenu uni par la force de sa volonté, s'étendait de la Grèce à l'Inde. C'était plus qu'un simple territoire, c'était un rêve. Le rêve d'un monde uni où la culture grecque et la sagesse orientale fusionneraient. Mais avec la mort du rêveur, le rêve s'éteint. Lorsque ses généraux, ses fidèles compagnons, lui demandèrent à qui il léguerait son empire, Alexandre mourant, selon la légende, murmura un seul mot, Kratistos, au plus fort. Ce mot devint non pas un testament, mais une malédiction. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres de l'ambition. Le rêve d'un empire unifié s'effondra, sans survivre à son créateur. Ses généraux, ses frères d'armes d'hier, se muèrent en loups, prêts à déchirer le manteau pourpre de l'héritage. On les appelait les diadoques, les successeurs. Pendant un demi-siècle, les terres de la mer Égée à l'Indus tremblèrent sous le poids de leur guerre. Antigone le Borgne, un vieux lion, tenta de maintenir l'unité du pays. Le rusé Ptolémée renforça son emprise sur l'Égypte, l'antique terre des pharaons. L'ambitieux Séleucos se tailla le plus vaste royaume sur les ruines de la Perse. Cassandre conquit la Macédoine, berceau d'Alexandre. Ces titans se disputaient la domination du monde et leur lutte façonna les contours d'une ère nouvelle. Lorsque la fumée de la bataille se dissipa, de nouveaux contours apparurent sur la carte du monde. L'empire unifié d'Alexandre s'était fragmenté en 3 grands royaumes, les 3 piliers d'un monde nouveau. Au sud, dans la vallée du Nil, s'étendait le royaume ptolémaïque,
Sa capitale, Alexandrie, devint le joyau de l'ère nouvelle. Plus qu'une simple ville, elle était un rêve devenu réalité. C'est là que le phare d'Alexandrie s'élevait vers le ciel, sa lumière guidant navires et idées du monde entier. C'est là que fut fondée la plus grande bibliothèque de l'Antiquité, le Muséion, un dépôt de tout le savoir humain où rouleaux grecs côtoyaient papyrus égyptiens et tablettes cunéiformes babyloniennes. À Alexandrie, Euclide posa les fondements de la géométrie et Ératosthène calcula la circonférence de la Terre avec une précision étonnante. L'esprit grec rencontra la civilisation égyptienne millénaire, donnant naissance à une synthèse unique et brillante. À l'est de la Méditerranée, aux confins de l'Inde, s'étendait le vaste empire séleucide. C'était un véritable creuset de peuples, de langues et de croyances. Des colons grecs fondèrent des villes sur le modèle des cités-États, au cœur des anciennes terres de Mésopotamie et de Perse. Le grec koiné devint la langue de l'administration, du commerce et de la culture, unissant babyloniens, perses, juifs et syriens. Ce fut une tentative à la fois fragile et monumentale de gérer cette diversité en implantant la culture hellénique sur le sol de l'Orient ancien. Au cœur du Vieux Monde, la Macédoine et la Grèce, sous la dynastie des Antigonides, demeuraient les gardiennes des traditions grecques antiques. Mais là aussi, tout avait changé. La cité classique, jadis centre du monde pour chaque Grec, avait perdu son indépendance et sa grandeur. Athènes restait la capitale culturelle, mais son influence politique s'était estompée. Sparte n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Les Grecs étaient désormais sujets de rois, et non plus citoyens de cités libres. Ainsi naquit une nouvelle ère, l'hellénisme. Il ne s'agissait pas simplement d'un monde conquis par les Grecs, mais d'un monde transformé par eux. Les conquêtes d'Alexandre abattirent les anciennes barrières entre l'Orient et l'Occident. Idées, biens, croyances et peuples circulèrent librement, donnant naissance à une civilisation nouvelle et cosmopolite. Les frontières du monde s'étendirent non seulement par l'épée, mais aussi par la force de la raison. La philosophie, elle aussi, évolua. Socrate, qui interrogeait les citoyens sur l'agora athénienne, fut remplacé par de nouvelles écoles. Les épicuriens recherchaient le bonheur dans les plaisirs modérés et la paix intérieure, tandis que les stoïciens enseignaient comment accepter courageusement les épreuves de la vie et vivre en harmonie avec la raison universelle. C'était une philosophie pour l'individu, perdu dans le vaste monde complexe et souvent hostile des empires. L'art hellénistique reflétait l'esprit de cette époque tumultueuse. L'harmonie contenue et l'idéalisme de l'Antiquité classique cédèrent la place à une expression passionnée et intense. Les sculpteurs ne représentaient plus les dieux sereins de l'Olympe. Ils sculptaient dans le marbre la souffrance du Laocoon, la fureur des Gaulois et la lassitude des vieux pêcheurs. L'art cessa d'être un hymne à la cité. Il devint le cri de l'âme humaine, empli d'angoisse, d'espoir et de souffrance. Le monde hellénistique dura 3 siècles. Il fut vibrant, dynamique, plein de contradictions et d'énergie créatrice. Il constitua un pont entre la Grèce classique et la puissance qui émergeait déjà en Occident, sur les rives du Tibre, Rome. Lorsque les légions romaines marchèrent vers l'Est, elles ne pénétrèrent pas en terre barbare, elles entrèrent dans un monde déjà uni par la langue grecque, imprégné de culture grecque et relié par de puissantes routes commerciales. Les Romains devinrent les héritiers d'Alexandre. Ils conquirent les royaumes hellénistiques, mais furent eux-mêmes conquis par leur culture. La philosophie, les sciences, la littérature et l'art grec constituèrent le fondement du grand empire romain et, par là même,
de toute la civilisation occidentale. Notre voyage, qui débuta dans les salles brumeuses du labyrinthe de Knossos, parmi les fresques de la civilisation minoenne, nous mena à travers les masques d'or et les murailles cyclopéennes de Mycène, jusqu'à la naissance de la démocratie à Athènes et la vaillance inflexible de Sparte. Nous fûmes témoins de l'épanouissement de la philosophie et du théâtre, entendîmes les discours de Périclès et combattîmes à Marathon. Nous marchâmes avec Alexandre jusqu'aux confins du monde connu. La flamme allumée en Crète, transmise à travers les siècles, ne fut pas éteinte par les conquêtes. Au contraire, elle brilla avec plus d'éclat, devenant un phare de la culture hellénistique. Cette lumière ne s'éteindra pas, même après la chute des Diadoques. Elle sera héritée par Rome, préservée par Byzance et redécouverte par la Renaissance. Cette lumière continue de brûler aujourd'hui, au cœur même de notre pensée, de notre art et de notre compréhension du monde. L'héritage de la Grèce est devenu l'héritage de l'humanité.